Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Suite de notre concours pour gagner un adaptateur CCS Tesla de A2Z. LG Energy Solutions signe une entente pour de la matière première au Canada. La ville de New York a déjà atteint ses objectifs de 4000 voitures électriques dans sa flotte. Polestar dévoile son VUS, le Polestar 3. Tesla bat des records de production, tandis que GM et Lithium Recycling signent un partenariat stratégique. Cédric Ingrand nous parle des Français qui sont prêts à passer aux véhicules électriques à près de 50%. Et Stéphane Levert nous parle des adaptateurs CCS Combo Tesla. En grande entrevue, nos invités nous parlent des détracteurs de véhicules électriques qui trouvent tous les moyens pour nous expliquer qu'on a fait un mauvais choix. Donc, les détracteurs prennent ce qui leur tombe sous la main puis s'alimentent avec ça. Tout ça dans le 135e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 2 semaines. Moi de mon côté, beaucoup de choses dans les 2 dernières semaines, beaucoup de choses. Le congrès annuel de Mobilité électrique Canada à Toronto, tous les joueurs importants de l'industrie de l'électromobilité au Canada étaient là. Wow, quel événement! Félicitations à Daniel Breton et toute son organisation pour un congrès là, qui était vraiment, comme on dit dans le jargon, sur la coche. Également, la semaine passée, le premier événement de l'Institut du véhicule innovant pour annoncer le lancement de leur programme d'accompagnement pour les transporteurs de camions mi-lourds et lourds qui veulent faire transiger leur flotte vers une flotte électrique. Et oui, des camions de classe 6, 7 ou 8 électriques, ça existe. Donc, lors de cet événement, bien évidemment, il y a de la formation, il y a de l'information, on peut même faire des essais routiers de ces camions-là. Alors que ce soit les conducteurs de camions, les exploitants de flotte, les propriétaires de compagnies de transport, tout le monde était là pour en entendre parler. Ça avait lieu à Charlesbourg et puis dans quelques semaines, il y en aura un autre là, sur la rive nord de Montréal, dans la région de Saint-Jérôme, Mirabel particulièrement. Donc, très intéressant. Là, on sait que le transport de marchandises est quand même assez lourd dans la balance lorsque vient le temps de regarder les émissions de gaz à effet de serre. Donc, électrifier nos véhicules personnels, bien sûr, mais également les véhicules des entreprises et les camions qui font du transport sur la route, ça va devenir un élément hyper important. Dans un autre ordre d'idée, il y a 2 semaines, c'était le tout premier salon du véhicule électrique en Outaouais. Et j'en ai profité pour m'entretenir avec l'un des copromoteurs, M. Jean-Pierre Julien. Alors, je suis avec Jean-Pierre Julien, qui est promoteur du Salon du véhicule électrique de Gatineau, le tout premier salon du véhicule électrique en Outaouais. Bonjour Jean-Pierre. Salut, bonjour. Écoute, t'es pas à ton premier barbecue. Fait combien de temps que tu fais des salons de l'auto là, de tout type? 42 ans, disons, les premiers véhicules à essence, 1981, mon premier. Eh boy, OK. En tout cas, mais au niveau du domaine électrique, c'est ardu. Cette année, à Gatineau, puis c'est pas parce que c'est Gatineau, Saint-Hyacinthe, je vis la même chose, la rareté des véhicules. Et je te dis que les gens travaillent fort. Quand tu vois le salon ici, tu l'as vu tantôt, on a quasiment toute la gamme des véhicules. Les gens ont travaillé fort, on a eu de l'aide de tout le monde. On a réussi à avoir la plupart des véhicules. Puis c'est important de mentionner que, comme à Saint-Hyacinthe, le salon ici, c'est des concessionnaires automobiles qui fournissent ces véhicules, c'est pas les fabricants. Non, c'est pas les fabricants, on travaille avec les concessionnaires. Là, pourquoi? Parce que c'est très chaleureux, les gens connaissent leur monde, c'est plus facile d'embarquer des véhicules. Puis en tout cas, il n'y a pas de... Des fois, dans un gros salon... on va dire comme le Salon international de l'auto à Montréal, exemple, au mois de janvier, bien souvent, c'est des jeunes filles qui sont là, j'ai rien contre, mais qui connaissent rien. Qui connaissent rien au véhicule.
et puis sont là juste pour représenter la compagnie XYZ. Tandis qu'ici, c'est le concessionnaire avec ses représentants. Alors, tiens, embarque dans l'auto, regarde le moteur, ou regarde ici, regarde comment il se branche, regarde les bornes. Puis... Alors, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus convivial. Ouais. Fait que vous avez réussi le tour de force d'avoir quand même une variété assez grande de véhicules. C'est une première à Gatineau. Puis j'ai vu une présence quand même assez grande de l'Association des véhicules électriques du Québec ici. Là, ils sont là pour les essais routiers, tout comme à Saint-Hyacinthe, puis avec des kiosques d'information. Avez-vous une idée de... Vous touchez une population qui est assez grande, Gatineau, là. Vous allez raccrocher des gens de l'Outaouais, puis des... Bien, si on parle tout de l'Outaouais complet, puis après ça, tu as toute la communauté francophone est-ontarienne, et puis au niveau d'Ottawa, c'est 1 300 000 de population. Là, on est ici à 590 000. Là, on a mis beaucoup de publicité dans un réseau anglophone, bilingue, et on a mis la publicité, bien sûr, en Outaouais. Alors, écoute, combien de monde qui va arriver? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais si je regarde ma prévente, j'ai largement dépassé tout ce qui se fait. Dans tous les salons. Là, j'arrive au 1500, 2000 ce matin. Juste. Puis la beauté, Jean-Pierre, c'est que quand l'entrevue va être diffusée, on va être tout juste après le salon. Donc, on aura les résultats, fait qu'on pourra corroborer le succès, mais ça s'enligne pour être un succès. Puis c'est intéressant parce qu'on est quand même un peu plus loin de Montréal. C'est une population qui peut-être ne s'est pas déplacée aux autres salons, qui a un besoin ici aussi, là. Donc... je connais pas. La mentalité est différente. Alors, je ne sais pas comment ça se produit. Il y a beaucoup de fonctionnaires ici, bien sûr, c'est normal, avec Ottawa et Gatineau. Alors, comment ça va fonctionner, je ne sais pas. Alors, on s'attend, on sait qu'à Saint-Hyacinthe, on joue entre 12 et 13 000 personnes. Montréal a battu des records cette année. Québec se maintient dans les 9-10 000. Alors, moi, je m'attends à 14-15 000 environ, à mi-chemin entre tout le monde pour le premier salon. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est trop, je ne serais pas où les mettre non plus. Alors, écoute, on est confiant. On est confiant d'avoir un bon salon. Ben écoute, on te souhaite toute la meilleure chance du monde et puis on se reparle dans les prochains salons. Hein? Ça tourne cette affaire-là, fait qu'on va savoir si ça. Saint-Hyacinthe dans un mois. Oui, monsieur. Merci, bye-bye. Et oui, le salon de Saint-Hyacinthe déjà dans un mois. Ça va tellement vite, j'aime autant vous le dire. Profitez-en, venez voir les véhicules. Vous savez que c'est très long pour avoir notre véhicule électrique. Il faut donc le réserver d'avance. Pour le réserver d'avance, il faut les avoir vus. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut, de ce qui répond vraiment à nos besoins. Donc, profitez-en là pour vous déplacer et venir voir toutes ces belles bagnoles qui seront présentées dans le prochain salon, qui sera celui de Saint-Hyacinthe prochainement au mois d'octobre. Écoutez, on a une émission vraiment très intéressante aujourd'hui. On a plein de choses, mais entre autres, la grande entrevue. Écoutez, les détracteurs de véhicules électriques. Donc, on est entouré de gens qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une mauvaise idée, qui nous inondent de chiffres et de données statistiques erronées, glanées un peu partout sur Internet de sources plus ou moins fiables. Puis on a connu ça pendant la pandémie, là, l'art de prendre des chiffres puis de leur donner une valeur ou une pseudo-importance scientifique alors qu'ils n'en ont pas du tout. On vit ça aussi. Puis il y a des gens qui s'y opposent pour plein de raisons plus idéologiques ou de croyances. C'est complexe. Et pour en parler, là, on a 3 experts. Daniel Breton qui fait de la vulgarisation et qui démocratise l'information sur les véhicules électriques depuis de nombreuses années. On a Yannick Asselin qui est un vendeur de voitures électriques, probablement le plus grand vendeur de voitures électriques au Québec. Tout le monde le connaît. Donc, lui aussi fait face à des gens qui viennent le voir et qui parfois ont des idées préconçues. Et on a François Viault, collaborateur de longue date, très présent sur les médias sociaux, qui depuis une dizaine d'années maintenant donne de l'information et essaie de diriger les gens vers une information juste quand vient le temps de se faire une idée sur les voitures électriques. Bien sûr, elles ne sont pas parfaites. Bien sûr, l'empreinte écologique serait moins grande si on n'avait pas à construire de voitures du tout. On en convient. Mais si on veut comparer les voitures électriques et les voitures à essence, il faut avoir des bases solides et être capable de comparer des pommes avec des pommes, comme on dit. Alors, on en parle en long et en large en grande entrevue. Mais maintenant, sans plus tarder, je vous invite à nous suivre tout de suite vers les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées.
Notre pellicule pare-pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. LG Energy Solutions a signé une entente de partenariat avec les 3 principaux fournisseurs de minéraux critiques au Canada. Les derniers arrangements vont permettre de sécuriser le lithium et le cobalt de Snow Lake Resources Limited, Electra Battery Materials Corporation et Avalon Advanced Materials Inc. et sont conformes à la vision stratégique de LG Energy Solutions de renforcer sa chaîne d'approvisionnement en matériaux de batterie clés en Amérique du Nord. Lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 22 septembre à Toronto, LGES a signé une entente avec Electra. Selon les termes de l'entente, Electra fournira 7000 tonnes de sulfate de cobalt pendant 3 ans à compter de 2023. Electra est actuellement le seul fournisseur capable de raffiner du sulfate de cobalt en Amérique du Nord. LGS a également signé 2 protocoles d'entente avec Avalon et Snow Lake pour garantir un approvisionnement stable en lithium. Selon les termes du protocole, Avalon fournira à LGES de l'hydroxyde de lithium, 11 000 tonnes par an, pendant 5 ans à compter de 2025. LGES recevra également de l'hydroxyde de lithium de Snow Lake, 20 000 tonnes par an, pendant 10 ans, une fois que la production aura démarré en 2025. La ville de New York a franchi une étape importante alors qu'elle a annoncé avoir déjà atteint son objectif de 2025 de posséder une flotte de 4000 voitures électriques. En septembre 2022, NYC a déjà remplacé environ 4050 modèles à essence par des véhicules électriques zéro émission. NYC souhaite posséder la flotte la plus durable du pays grâce à son Clean Fleet Plan, un programme qui a été initialement créé en 2015 et qui prévoyait ajouter 2000 véhicules électriques à son parc municipal et réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport à ceux de 2005 d'ici 2025. Au Canada, maintenant, Ressources naturelles Canada se concentre sur la transition de 40 000 véhicules du gouvernement vers des véhicules zéro émission, en commençant par les 18 000 véhicules légers conventionnels d'ici 2030. La semaine dernière, le Conseil du Trésor a fait le point sur les efforts qui seront également déployés dans 60 pays. Le gouvernement canadien a expliqué lors d'une rencontre de 60 pays quelles sont les mesures significatives prises pour réduire l'empreinte de sa flotte de véhicules alors qu'il vise une flotte de véhicules fédérale zéro émission. La 5e réunion pour un gouvernement vert fut un forum organisé en collaboration avec le Conseil de la Maison-Blanche sur la qualité de l'environnement et le Centre pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada. Il a été également question d'une série de réunions qui ont été tenues au cours de lesquelles, dans les dernières années, les pays ont échangé des informations et des conseils et des mises à jour sur leurs efforts pour rendre plus écologiques les opérations gouvernementales en renforçant la résilience climatique dans les secteurs publics. Polestar a confirmé mercredi son intention de dévoiler son premier VUS baptisé la Polestar 3. Le manufacturier suédois de véhicules électriques a également confirmé quelques détails supplémentaires sur le VUS entièrement électrique qui devrait être fabriqué en Caroline du Sud au début 2023 et devrait avoir des dimensions similaires à la Porsche Cayenne. Le futur Performance Pack devrait accroître la puissance du modèle de base jusqu'à 510 chevaux et 671 livres par pied de couple selon la marque. La Polestar 3 sera construite sur une nouvelle base technologique entièrement électrique développée en partage avec Volvo Cars. On y a intégré le programme de sécurité Volvo ainsi que l'informatique de NVIDIA. Elle sera montée sur la plateforme SPA2 et la Polestar 3 devrait être apparentée mais différée de la prochaine Volvo EX90. Le département américain des Transports a confirmé la semaine dernière que les 50 États ont été approuvés pour l'installation de bandes de recharge qui devraient couvrir 120 000 km d'autoroute. La Maison-Blanche a approuvé des plans qui donneront aux États-Unis accès à 1,5 milliard de dollars américains de financement fédéral pour construire des bandes de recharge.
En juin dernier, la Maison-Blanche avait annoncé son objectif de construire un réseau national de 500 000 bornes, donc 1,5 million de bornes de recharge, le long des autoroutes et dans les communautés d'ici 2030. Les États-Unis comptent actuellement environ 47 000 bornes de recharge. Le constructeur automobile Tesla a dépassé largement la production des mois précédents et a enregistré une augmentation de livraison en fin de trimestre. La société a confirmé avoir battu des records de livraison et de production par des marges importantes avec plus de 343 000 véhicules livrés et plus de 365 000 véhicules produits au cours des 3 derniers mois. Tesla confirme avoir produit près de 346 000 véhicules modèle 3 et modèle Y et en avoir livré 325 000. En ce qui concerne les modèles S et X, plus dispendieux, Tesla a livré 18 672 unités sur une production en deçà de 20 000. Un partenariat stratégique entre GM et Lithium Recycling offrira aux constructeurs automobiles la possibilité de sécuriser un flux de minéraux de batteries récupérés pour alimenter ses usines de fabrication de batteries. GM fait un pas de plus vers la création d'une chaîne d'approvisionnement nord-américaine intégrée pour les batteries de véhicules électriques suite à un accord de partenariat avec une entreprise québécoise de recyclage, soit Batterie Lithium Recycling. Par l'intermédiaire de ses branches d'investissement GM Venture, GM investira un montant encore non divulgué dans Lithium pour avoir accès à cette technologie de recyclage. Dans une entrevue avec Electric Autonomy Canada, Benoît Couture, président et chef de la direction de Lithium, affirme que le partenariat stratégique entre les deux entreprises permettra à GM de mettre en place une économie circulaire pour l'approvisionnement de batteries. Pour sa part, l'entreprise est reconnue pour la technologie de recyclage qu'elle a développée. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Alors, nous retrouvons notre collègue et ami, l'autre côté de l'Atlantique, Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric? Écoute, tout va toujours mieux quand j'entends le son de ta voix, Martin. Oh. Donc, ça va remarquablement bien. Même ma femme ne me dit pas ça. Alors, je vais me sentir honoré. Écoute, il y a plein de choses qui bougent autant de ton côté de l'Atlantique que du mien. Qu'as-tu de bon à nous raconter aujourd'hui? Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, on est dans une actualité où très honnêtement, je sais pas comment c'est de ton côté de l'Atlantique, mais ici, j'ai l'impression d'être Don Quichotte qui se bat contre, c'est terrifiant, contre des moulins à sornettes dans l'ensemble. J'entends des trucs sur les voitures électriques, mais tu connais le théorème de Brandolini, tu sais, qui dit qu'en gros, il faut une phrase pour sortir une sornette, et puis il faut 2 chapitres d'un livre pour arriver à prouver que la sornette était bien une sornette. Donc, c'est extrêmement fatigant, et dans ce paysage-là, du coup, on se demande toujours l'effet que ça fait sur les vrais gens, j'ai envie de dire. Et là-dessus, on est assez rassuré par un sondage récent qui nous dit que près de la moitié de la population française est prête à passer à un véhicule électrique. Alors évidemment, ça se fait dans un contexte où les véhicules thermiques ont été assez pénalisés par l'augmentation du prix des carburants ces derniers mois. Mais bon, quand on dit près de la moitié, c'est 43% seraient prêts à remplacer leur véhicule thermique par une voiture électrique. C'est pas encore le grand soir, mais on s'en rapproche doucement. La majorité évidemment des Français aujourd'hui ont une voiture thermique, c'est 85% du marché. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des petites différences. C'est-à-dire que, par exemple, c'est plus vrai, le fait d'avoir envie d'une voiture électrique, dans des plus petites villes plutôt que dans les grandes. Ça, je pense que c'est lié aussi à l'infrastructure de recharge, qui est toujours un peu plus compliquée. C'est évidemment plus simple de recharger sa voiture si on a une maison personnelle, qu'on peut garer sa voiture au même endroit tous les soirs, etc. Autre surprise, on aurait pu imaginer que la nouvelle technologie arrive avec la nouvelle génération. Autre information, sans surprise en fait, c'est la nouvelle génération qui apporte la nouveauté avec elle. C'est pas toujours le cas, mais ça l'est dans ce cas-là. C'est-à-dire que les moins de 50 ans sont plus enclins à passer à l'électrique que les plus de 50 ans, 21% contre 14%. Les moins de 35 ans, pour eux d'ailleurs, c'est même maintenant ou jamais presque. Ils souhaitent passer à l'électrique dans les 3 ans à venir. Donc voilà, ça, de ce côté-là, au moins, toutes les sornettes que je lis, que j'entends, qu'on me renvoie en me disant, parce qu'évidemment, les gens savent. Moi, on me renvoie des trucs vus sur YouTube et ailleurs en disant, alors, t'as vu ça? Ça
t'énerve. Et oui, je dois le dire, ça m'énerve souvent d'entendre des jugements liminaires. J'ai entendu des trucs encore récemment de youtubeurs automobiles que je ne citerai pas. Il y en a un qui, en une phrase, qui dit ouais, de toute façon, bon, le moteur électrique, c'est pas très fiable. Et là, tu te dis mais excusez-moi, cher ami, quelles sont vos sources, quoi. Il faisait un sujet sur la fiabilité des voitures électriques. C'est dur d'avoir des jugements liminaires là-dessus. Mais enfin bon, apparemment, ça n'accroche pas tant que ça dans la population générale. Bien heureusement, d'ailleurs. Et écoute, tu m'as fait part d'un élément qui m'a rejoint parce qu'on vit exactement la même chose ici. Donc, la Fédération des distributeurs automobiles qui résiste, disons-le comme ça. Et oui, qui fait une campagne de presse nationale pour en appeler au président de la République. Alors, il faut rappeler que le Parlement européen a voté l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. On ne va pas venir chercher votre voiture thermique le 1er janvier 2035 pour la mettre à la casse. Non, pas du tout. En revanche, vous n'en trouverez plus en neuve, en concession. Et donc la FEDA, cette fédération de la distribution automobile, a fait une campagne avec une affiche et puis un communiqué. Et évidemment, moi, je me suis penché dessus en disant, mais alors, quels sont les arguments? Et ce qui est intéressant, tu vas le voir, c'est que les arguments n'ont rien à voir avec le métier des gens qui distribuent des voitures et en font la maintenance. En gros, on dit, oui, le problème des bornes de recharge, il n'y en a pas assez. Le coût de ces voitures aujourd'hui neuves sont encore supérieurs à celles du thermique. Ok. Et puis en plus, la grande incertitude qui s'est ouverte en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité, le coût de l'électricité qui a augmenté, tout ça sont des choses très très conjoncturelles en ce moment. Là, on se projette sur 2035, on espère qu'on aura trouvé des solutions. La dépendance majeure vis-à-vis de la Chine, d'où proviennent la majeure partie des batteries, tout ça. Je lis le communiqué et à la fin, je me dis mais attendez, excusez-moi, mais rien dans tout cela n'a de rapport avec le métier de la distribution automobile ou des garages dans l'ensemble. Donc la FEDA en appelle à Emmanuel Macron pour repousser la fin de la vente de véhicules thermiques neufs à 2040. Et alors là, deux choses. On pourrait dire, non mais excusez-moi, mais que vous vendiez, que vous faisiez la maintenance d'un véhicule thermique ou d'une voiture électrique, pour vous, c'est pareil. Faut voir que c'est pas pareil, parce que sinon, il serait pas forcé d'aller chercher des arguments aussi frelatés. Enfin, en tout cas, aussi hors sujet par rapport à ce qu'est leur métier. Donc, je pense que les professionnels de la distribution automobile et aussi ceux de la maintenance, qui sont souvent les mêmes, c'est-à-dire les concessionnaires, commencent à comprendre qu'il va y avoir un vrai problème de modèle économique du côté de la maintenance de ces voitures qui ont, pour l'essentiel, besoin de très peu de maintenance. Évidemment, on s'en rapporte toujours à son cas personnel, c'est-à-dire ma voiture à moi, ma petite Tesla Model 3 vient de passer allègrement les 40 000 kilomètres en 16 mois, même pas. Et l'essentiel, le total de la maintenance, je crois que ça a été deux grandes bouteilles de liquide lave-glace. Je sais que les pneus sont un truc qui vont me concerner, je pense, dans une dizaine de milliers de kilomètres, mais évidemment, ni vidange, ni rien, pas de courroie de transmission, enfin, pas toutes les choses qu'on trouve dans des véhicules thermiques. Du coup, on comprend un peu ce qui ressemble à de la panique, mais pour arriver à faire bouger les choses, il faudrait avoir au moins de vrais arguments, et là, on n'y est pas. C'est-à-dire que on comprend que c'est des professionnels qui sont un peu coincés, comme on dit, entre l'arbre et l'écorce, parce qu'évidemment, ils ont d'un côté le changement du parc automobile, et puis de l'autre, des constructeurs qui leur donnent ce qu'ils veulent à vendre. C'est pas le concessionnaire qui choisit ce qu'il vend. Enfin, c'est pas le concessionnaire qui peut tordre le bras du constructeur en disant il faut aller plus vite pour l'électrique, ou qui aurait pu le faire il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation un peu compliquée, et c'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans des discours politiques qui nous disent mais attendez, est-ce qu'il faut vraiment passer à l'électrique parce que on est en train de priver les constructeurs de leur expertise et ça va nous coûter des emplois. On pourrait objecter que continuer à mettre sur le marché des voitures thermiques nous coûte des vies, mais c'est un argument peut-être un peu spécieux. C'est vraiment fascinant de voir le détail. À quel point, même si on est loin l'un de l'autre et qu'on a des réalités théoriquement différentes, on vit exactement la même chose
avec le pendant du même organisme ici. On vit la même chose. Écoute, Cédric... Et on imagine pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est un problème économique. C'est pas un problème de manque de bornes de recharge ou de dépendance aux batteries chinoises. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Quand vient le temps de trouver des bonnes raisons, nos amis en trouvent toujours. Le problème, c'est que les raisons ne sont pas aussi bonnes qu'ils pensent qu'elles le sont. Donc, c'est assez facile à mettre en boîte généralement. Écoute, parle-nous donc de la définition de l'hydrogène vert selon certaines entités européennes. Alors, justement, c'est intéressant parce que tous les gens qui disent « Ouais, l'électrique, est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur qu'avec le diesel ?» Parce que nous, en France, on a été amoureux du diesel pendant quelques décennies. D'ordinaire, quand tu rentres dans le détail, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais beaucoup te disent « Bon, finalement, est-ce que la solution, c'est pas d'attendre l'hydrogène ?» Alors l'hydrogène, on n'a pas besoin de l'attendre, il existe déjà, il y a déjà des voitures à pile à combustible qui fonctionnent à l'hydrogène, mais le problème de l'hydrogène, en fait il y en a deux. D'abord il y a un problème d'efficacité, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique de l'hydrogène, il faut plus d'énergie pour faire tourner une voiture à hydrogène que son équivalent électrique, électrique à batterie, parce qu'en fait une voiture hydrogène c'est une voiture électrique, mais qui produit son électricité à partir d'hydrogène et pas à partir d'une batterie. Et puis de l'autre, le problème, c'est comment on produit l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus courant sur Terre. Le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment ou très peu à l'état naturel. On ne peut pas aller puiser de l'hydrogène, il faut le créer. Et il y a deux façons de le créer. Il y a la façon à l'ancienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire par le reformage du méthane. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un procédé extrêmement coûteux en CO2. Et depuis quelques années, on nous parle de l'arrivée de l'hydrogène vert. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hydrogène vert ? C'est de l'hydrogène qu'on produit par électrolyse de l'eau. Le défaut que ça a, c'est qu'il faut énormément, là pour le coup, d'électricité pour le produire. Alors comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène vert ? Avec de l'électricité verte. On prend de l'électricité issue du solaire, de l'éolien, voire chez nous du nucléaire, parce que ça a une très faible empreinte CO2. Très bien. Le problème, c'est qu'évidemment, là aussi, ça a un problème d'efficacité énergétique, parce qu'il faut beaucoup plus d'électricité pour produire l'hydrogène que tu vas mettre dans ta voiture, d'ailleurs qu'il faut distribuer, transporter, etc., que tu vas mettre dans ton véhicule et qui va faire de l'électricité pour la faire sortir, que tu aurais dû utiliser l'électricité pour recharger une batterie et conduire directement. Bref. Mais bon, c'est un des arguments. Il y a beaucoup d'investissements autour de l'hydrogène en France et en Europe. Principalement, et là il faut reconnaître la sagesse du législateur, pour des applications industrielles. En gros, pour aller remplacer le diesel là où l'électrique peut pas vraiment aller. Je pense à l'industrie, je pense aux transports fluviaux, à certains transports en commun. Il y a déjà en France certaines locomotives sur des lignes de train qui n'étaient pas électrifiées. Elles tournaient avant pas au charbon, ça c'est fini, mais au diesel, et elle tourne maintenant à l'hydrogène. Jusque-là, très bien. Mais évidemment, beaucoup poussent, surtout les gens qui ont de l'hydrogène à vous vendre, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes qui vous vendaient du pétrole avant, beaucoup poussent pour que l'hydrogène arrive dans les voitures personnelles. Et faut croire en tout cas qu'en termes de lobbying, ils sont très très forts, parce que, et j'en finis enfin avec mon introduction, nos eurodéputés, donc les députés à Bruxelles, les députés européens, viennent de voter, mi-septembre, un amendement qui va autoriser à qualifier de renouvelable de l'hydrogène produit grâce à des centrales thermiques. C'est ahurissant. C'est-à-dire que c'est ahurissant. C'est les mêmes qui ont voté la fin des véhicules thermiques en 2035. On pourrait s'attendre à un début de cohérence, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet hydrogène vert, il représente moins de 5% de ce qu'on arrive à produire, et il y a aujourd'hui pas de modèle économique pour arriver à en produire. On te dit, tiens, mais c'est pas grave, vous inquiétez, l'hydrogène vert, on le produira avec l'électricité, le surplus d'électricité produit par l'éolien et le solaire. Oui, alors le surplus, on le voit pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que c'est pas inintéressant. D'autres imaginent des choses avec flûte, ce qu'on fait chez vous. Hydroélectricité, en fait. Voilà, mais là encore, la même énergie utilisée directement pour la mettre dans des voitures serait plus efficace. Donc on s'en sort pas, et c'est un problème parce que il y a beaucoup de choses en termes de normes, de subventions, d'autorisations, etc., qui sont conditionnées à ta capacité à produire de l'hydrogène vert. Et donc les eurodéputés ont réglé le problème
en te permettant de dire je fais de l'hydrogène vert produite avec une électricité que je fais avec du charbon, par exemple. On est à la limite normalement, dans d'autres temps et d'autres régimes, ces gens se seraient retrouvés dos à un mur face à un peloton d'exécution, parce que on est à 2 doigts de la félonie quand même en termes environnementaux. Mais voilà, que te dire, je pense qu'il va falloir quand même arriver à revenir là-dessus. C'est complètement fou. C'est-à-dire que ça va brouiller les cartes complètement. Et en plus, du coup, tu risques de tuer dans l'œuf, parce que l'hydrogène a quand même un atout. En tout cas, tout l'argent qui est pompé dans l'hydrogène lui donne un atout, c'est la capacité de s'améliorer, la capacité d'améliorer les moyens de production d'hydrogène vert, etc. Le problème, c'est que si tout à coup, tu peux coller le même label sur ton hydrogène vert, si tu le fais avec du charbon, du gasoil ou que sais-je encore, évidemment, pourquoi continuer à investir dans l'amélioration de l'hydrogène vert? C'est un cas d'école. Il y a un responsable des affaires publiques du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, que je suis sur Twitter, qui est un garçon remarquable, qui s'appelle Maxence Cordier, et qui dit c'est un cas d'école de greenwashing. C'est extraordinaire. C'est à enseigner pour les générations futures. Tout à fait. C'est comme faire cuisiner de la mort au rat par un grand cuisinier, puis prétendre que ça devient automatiquement un mets de grand cru parce que c'est un grand cuisinier qui l'a fait. Oui, c'est ça. C'est quand même fascinant. C'est terrifiant. C'est de la contrefaçon, en fait. Voilà, c'est de la contrefaçon écologique. Je ne comprends pas comment ce truc a pu passer. Sauf que, évidemment, les gens qui ont de l'hydrogène à vendre, apparemment, ont un lobbying extrêmement efficace. Oui, effectivement. Ici, c'est en Europe, comme on vit ici au Québec. Le lobbying de l'hydrogène est très près de celui du pétrole. On sent les mêmes stratégies, les mêmes tactiques. C'est tout à fait fascinant à observer. Écoute, le temps est déjà écoulé, mon cher Cédric, mais je te remercie beaucoup pour ta très palpitante, tes très palpitantes chroniques. Et puis, on se reparle bientôt, d'ici un mois environ. Avec grand plaisir. Merci. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Un sujet qui attise les passions, c'est le cas de le dire, c'est le cas des détracteurs de véhicules électriques. On en rencontre partout. On en rencontre dans nos familles respectives, dans un événement social dans le temps des fêtes. On en rencontre sur les médias sociaux. On en entend parler à la télé. Des gens qui amènent plein d'arguments parfois et même souvent très peu fondés, pour expliquer que c'est pas une bonne chose des véhicules électriques. Puis aujourd'hui, pour en parler, j'ai plusieurs personnes avec moi que je vais vous présenter. Le premier, vous le connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes très nouveau dans le monde du véhicule électrique puis que vous n'avez même pas commencé à les magasiner. Mon ami Yannick Asselin. Bonsoir Yannick. Salut Martin, ça va? Ça va. Écoute, je trouvais intéressant d'avoir un gars comme toi parce qu'on va avoir le point de vue de quelqu'un qui vend des autos, qui voit des gens qui viennent en magasiner, puis qui souvent se sont fait dire toutes sortes de choses. Et puis, des fois, les gens viennent aussi de vous voir chez Bourgeois, j'imagine, pour acheter d'autres choses que de l'électrique. Puis il y en a qui ont des idées préconçues ou des préjugés envers les véhicules électriques. Puis étant le spécialiste, ben c'est toi qui ramasses ça, c'est le fun. Tu vas pouvoir nous expliquer en gros ce qu'il y en est. Ensuite, écoutez, laissez-moi 3 secondes, je vais vous faire écouter quelque chose. Mon prochain invité, il a même son thème. Mesdames
Mesdames et messieurs, voici le seul et l'unique François Villot. Ça, c'est les honneurs. On s'habitue pas. Ça, c'est les honneurs qui sont donnés pour ceux qui viennent souvent à Silence on roule et qui ont contribué au podcast au fil des années. Toi, Yannick, d'après moi, tu étais une parution d'avoir ton thème. Là. Okay, j'attends l'invitation du prochain. Là. Alors, François, toi, tu es là aussi pour nous parler. Tu es un observateur du monde de l'électromobilité depuis les presque tout début, en fait. Hein? Tu es là depuis longtemps. Ouais. Combien de temps que tu as une auto électrique? Presque 10 ans. Ça va presque faire 10 ans. Bon, c'est ça. C'est ça. Je savais que on était pas mal dans les mêmes zones. On suit de proche. Ouais. Donc, évidemment, c'est pour ça que tu es là. Et mon autre invité... Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Accueillons l'irremplaçable Daniel Breton. Alors, mon cher Daniel, comment ça va? Ça va bien. Écoute, ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent en électrification et transport. C'est emballant. Oui, au moment de faire l'entrevue, je dois dire, il y a eu plusieurs annonces aujourd'hui, dont certaines qui nous ont pris un peu pour le moins par surprise, pour ne pas dire qu'elles nous ont déséquilibrés un peu pendant... J'avais un petit vertige un matin quand j'écoutais le premier ministre faire ses annonces, son nombre de bornes, ses délais, les barrages, il ramène les barrages. Ouf, ce sont de grosses nouvelles. Mais en même temps, Daniel, je pense que tu es un observateur du monde de l'électromobilité. Même, tu es plus qu'un observateur, tu es un acteur direct, mais je dirais que tu es bien positionné pour observer ce qui se passe et on te voit, on te lit souvent répondre directement ou indirectement, parfois directement sur les médias sociaux ou autres, ou à la télévision, et d'autres fois indirectement dans des écrits un peu plus généraux, mais qui visent à rectifier les faits. Tu dois toi aussi faire face à des détracteurs, à des gens qui nous arrivent avec des théories qui relèvent parfois même de la théorie du complot, puis on doit remettre les pendules à l'heure. Donc, je suis bien content que tu sois avec nous aujourd'hui pour être capable de nous donner tes sons de cloche là, très éclairés et, je dois dire, souvent très bien documenté d'ailleurs, et c'est un aspect qu'on va parler tantôt parce que c'est facile de dire n'importe quoi, mais quand on rectifie les faits et qu'on le fait avec des données, avec des chiffres, des statistiques qui viennent de sources fiables, ben ça donne un levier qui est un peu différent que de dire un peu n'importe quoi qu'on a lu sur des sites à gauche et à droite sur Internet. Donc, allons-y, on va parler donc des détracteurs. Qui sont-ils? C'est qui les détracteurs? Il y a plusieurs catégories, on en voit de tout et sortes. Évidemment, il y a les amateurs de véhicules à essence qui ne jurent que par l'essence, puis il faut que ça fasse du bruit, puis si ça ne fait pas du bruit, c'est pas bon. Il n'y a pas vraiment de logique dans leurs éléments, si ce n'est que pour eux, puisque ça déroge de ce modèle préconçu-là, c'est forcément pas bon. Mais il y a aussi du monde renseigné, il y a toutes sortes de monde. Quel genre de personnes comme toi, Yannick, les gens qui arrivent pour se magasiner, mettons, un pick-up chez Bourgeois, puis qui voient qu'il y a de l'électrique, puis entendent parler du Silverado, c'est quoi les réactions de ces gens-là? Moi, personnellement, je ne les rencontre pas parce que je vends que de l'électrique. Je ne vends pas de véhicules à essence. Mais sauf que on entend les brides de conversation d'ailleurs. Là. Mais à chaque fois, j'entends... J'ai pas ma langue dans ma poche. À chaque fois, j'entends quelque chose qui fait comme pas de sens. Je vais aller les voir, puis ce qui est drôle, c'est que même les vendeurs vont dire répondons Yannick, ça va être le fun que tu y répondes. C'est comme pour mettre les pendules à l'heure. Non, mais c'est vrai. Tu sais, comme il y en a un, il y a une couple de semaines, le gars il dit ouais, il dit les chars électriques, puis c'était Olivier, le vendeur. Là, il dit ouais, les chars électriques, il dit quand tu sais, dans le temps qu'il y a eu la grosse tempête qui a manqué d'électricité dans l'anneau d'hier, la patente. Ouais, mais il dit, comment tu fais pour... Il dit, t'as l'air fou, toi, quand tu arrives pour ton char, puis il manque d'électricité. Le bureau est à côté du mien. Je me suis levé, je dis, excuse, je vais te poser une question. Tu fais comment mettre du gaz dans ton char, toi? T'as pas d'électricité, la pompe marche pas plus, là. Ah ouais? Ouais, ok, c'est correct. Tu sais, c'est comme... Ouais, les gens, ils pensent pas. Les gens pensent pas, mais tu sais, c'est plus de... Ben, qui y pensent pas, c'est une chose, mais souvent, ce qu'on remarque, puis remarquez bien que c'est pas vrai juste pour les voitures électriques, là, les gens qui sont vraiment
les réactions très polarisées, souvent, c'est qu'ils arrivent avec des affirmations. Tu sais, c'est pas... Ils sont pas contre avec un esprit ouvert ou avec une admission de leur incompréhension de comment ça marche. Ils affirment pur et dur. Donc, quelqu'un qui le sait pas, qui les écoute, pourrait penser qu'ils ont raison, tellement ils l'affirment avec une certitude d'un expert. Hein? C'est pas bon parce que... Puis là, ils t'amènent des faits comme si c'était la vérité absolue. Juste, avant que tu parles de la question de Daniel, juste te dire, en concession, normalement, les personnes qui rentrent pour des voitures électriques, les dénigreurs, il y en a. Honnêtement, je trouve qu'il n'y en a pas. Parce que leur idée est déjà faite. Tu sais, le pas est déjà fait pour dire je vais aller voir un concessionnaire automobile pour une voiture électrique. OK? Tu vas rencontrer beaucoup plus de dénigreurs. Exemple, un événement de l'AVEC. Là, tu vas en entendre parler. Tu sais, comme en fin de semaine, il y en a eu un, j'étais là. Des fois, il faut que tu tournes la langue 7 fois avant de parler parce que ce que tu entends, c'est des niaiseries. Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu sais. Mais c'est plus dans cette optique-là que ça va arriver que vraiment en concession en tant que tel. T'sais. Daniel, est-ce qu'en 2022, on doit encore défendre certains concepts de base de l'électromobilité que les gens ne connaissent pas les fins détails, on peut comprendre. On n'a pas besoin d'être un spécialiste dans tout dans la vie, mais est-ce qu'on doit encore défendre le fait que ça pollue pas plus qu'un auto à essence, tu sais, parce que c'est des choses qu'on entend. C'est encore quelque chose d'actualité, encore aujourd'hui, en 2022, alors que ça fait 10 ans qu'on en parle, puis que s'il y a de quoi, c'est encore plus écologique aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ans. On doit encore le faire aujourd'hui. C'est pas surprenant un peu? Écoute, moi, j'ai commencé à me faire poser de telles questions il y a une vingtaine d'années, puis il y a 15 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 5 ans, puis maintenant, il y en a plus encore, parce qu'il y a plus d'intérêt. Parce que si tu recules il y a 15 ans, qui parlait de voitures électriques? On était à peu près 3 pelés et 1 tondu. Donc, ça n'intéressait pas grand monde. Ça n'intéressait pas grand monde dans les médias sociaux. Maintenant que de plus en plus de gens en parlent, l'intérêt croissant fait en sorte qu'il y a de plus en plus de dénigreurs. Tu sais, il y a une espèce d'effet de balancier. Et on va se le dire, c'est qu'il y a un effet psychologique aussi. C'est-à-dire que moi, je le vois en particulier aux États-Unis. Si tu aimes les voitures électriques, tu es un libéral de gauche. Donc, tu ne peux pas être quelqu'un qui dit quelque chose de sensé. Si tu es associé plus aux conservateurs ou aux républicains, tu vas t'y opposer par principe, pas à cause de faits scientifiques, de données factuelles, de calculs économiques. Fait que ça va au-delà, ça devient un positionnement culturel et social. Et là, ça devient difficile de discuter, quel que soit le sujet, parce que ces gens-là disent, toi, on sait, tu es un libéral. De la façon américaine, hein, you're a liberal. Ouais. Si tu es un libéral, si tu es de gauche, donc, ce que tu dis, ça peut juste être de la boîte, puis ça tient pas debout, puis tu es un pelleteux de nuages. Nous, dans la vraie vie, nous qui travaillons pour vrai, parce que je l'entends, celle-là, nous qui travaillons pour vrai, on sait c'est quoi la valeur du travail, on a besoin d'un véhicule à essence, autant que faire se peut un gros véhicule, un gros VUS ou un pick-up. Donc, ça devient un enjeu culturel. Et là, ça devient difficile parce que avoir une discussion avec quelqu'un qui ne veut rien entendre à partir du moment où il sait que tu as une voiture électrique, pire encore, s'il sait que tu as une Tesla, là, écoute, c'est pas des rétro satana. Donc, la discussion est difficile. Fait que là, tu te retrouves avec des trolls parce qu'il y a un enjeu psychologique qui va au-delà du raisonnement. Tout à fait. Et ça, ce que tu décris là, Daniel, ça s'observe très bien. Tu as dit quelque chose, Yannick, qui a piqué ma curiosité, en fait, ou qui m'amène à faire du millage, du millage électrique sur ce que tu as dit. Tu as parlé d'événements de l'AVEC. L'AVEC fait des événements un peu partout. Faire un événement à Montréal, faire un événement à Longueuil, puis faire un événement à Saguenay, puis faire un événement sur la base Côte-Nord, puis tout ça, c'est pas la même affaire. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi ou un facteur, je dirais, régional? Et c'est pas négatif ce que je dis là, c'est-à-dire que les gens étant plus loin des grands centres ont peut-être été moins attirés au début par la voiture électrique parce qu'elle avait des plus petites autonomies, puis eux avaient des besoins de... C'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était ça. Est-ce qu'on observe une différence? Est-ce qu'en région, les gens ont plus tendance à être détracteurs qu'en ville? Toi d'abord, Yannick. Comment je pourrais dire ça? Peut-être, comme tu dis, peut-être pas détracteur plus, mais plus la méconnaissance que d'autres choses. Parce qu'en général, quand tu es... Moi, je pense que quand tu es détracteur à la base, à moins que tu sois comme Daniel a dit, un troll, tu sais, tu es vraiment un troll, mais c'est plus la méconnaissance que d'autres choses. Tu sais, ce que j'ai toujours vu, moi, au fil des années, de parler de char électrique, c'est que la personne que je vais rencontrer a toujours comme
J'ai toujours dit, il y a 3 questions. La première question, c'est sa crainte à lui. La deuxième question, c'est mon beau-frère me dit que. La troisième question, c'est j'ai entendu dire que. Mais normalement, là, quand ces 3 questions-là sont répondues, s'il continue, là, il tombe vraiment dans les trolls. Parce que peu importe ce qu'on va lui dire, il va trouver n'importe quelle raison pour dire ah non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est une question de région, non. C'est une question. Les concessionnaires que je connais qui ne vendent pas de boats, parce que c'est pas tous les concessionnaires qui vendent des boats en passant. Là. Le monde pense que tous les concessionnaires au Québec ils peuvent vendre des boats, ce qui n'est pas le cas. Là. Le plus bel exemple, cette fin de semaine, j'avais des amis qui venaient du Nouveau-Brunswick. Ils sont dû changer d'auto. Je leur ai fait le gros speech chez Chars électriques. Ils restent à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ils sont allés voir le concessionnaire d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Il ne peut pas vendre de boat. Il a fallu qu'il appelle à Fredericton pour avoir une boat. C'est une question régionale. C'est sûr que ton concessionnaire qui vend toujours des véhicules, des gros pick-up, puis il vend un char électrique par année, il va faire quoi avec ça? C'est ça qui est régional. Non, je suis plus à mes connaissances que d'autres choses. C'est ça ce que j'aurais tendance à dire. Toi, François, as-tu observé des tendances on parle de trolls, mais en fait, le sujet, c'est les détracteurs. Puis je pense que tu touches un bon point. Il y a une nuance entre pas connaître ça, puis dire des choses, comment se mettre les pieds dans la bouche, réaliser qu'on s'est mis les pieds dans la bouche, écouter des arguments qui ont de l'allure, puis se repositionner. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas un détracteur. Un détracteur, c'est quelqu'un qui activement va faire des attaques ou va faire des commentaires très, très, très ciblés avec de l'information puis des pseudo-faits pour démontrer son point, qui sont souvent pas très valables, mais c'est actif, là. C'est une action, c'est voulu. Moi, depuis que je suis là-dedans puis qu'on est sur les réseaux, on est tous sur les réseaux sociaux, c'est incroyable la quantité de commentaires qu'on peut observer de détracteurs, justement, qui frôlent le complotisme, parce qu'ils ont tous les mêmes comportements que des gens qui sont, selon les théories du complot, là, ils vont amener des faits, des mauvaises informations, ils vont les propager et tout ça, puis c'est pas la matière qui manque, en plus. C'est ça le pire, c'est que on dirait que c'est des modes. Selon la tendance du moment, ils vont prendre tel ou tel argument. Ouais, c'est vrai, ça. Je me rappelle, vous vous rappelez tous le documentaire qu'il y avait eu à Découverte à un moment donné sur le fait que les batteries n'étaient pas tant recyclées, puis que c'était plus polluant qu'un véhicule à essence jusqu'à, je me rappelle plus, je pense que c'était comme un chiffre 80 000 km. 80 000 km. Alors que c'était totalement faux. C'était plus de l'ordre de 20 à 30 000 km. Fait que là, tout le monde, à ce moment-là, bâchait et faisait de la désinformation en s'appuyant là-dessus. C'est drôle parce que cette semaine, en fait, non, plus depuis 2 semaines à peu près, il y a une facture. Hein? Ouais, non. Oui, il faut en parler parce que ça m'a tellement fait rire, cette affaire-là. Parce que, faire une histoire courte, là, c'est une facture d'un changement de batterie d'une volt qui tombe à... C'est même pas une facture. C'est un estimé. Un estimé, excuse-moi. Un estimé, oui. Et ça monte à un montant de 29 000 qui n'a aucun bon sens là, en date d'aujourd'hui. US. C'est ça. Et là, depuis 2 semaines, à chaque fois que, regarde, pas plus tard qu'à soir, je fais un commentaire sur une affaire de RPM qui parlait de l'essence. Je me rappelle pas quel était le sujet, là, mais 3 commentaires en dessous. Attends que tu ailles à changer ta batterie. Tu vas te faire ramasser. Là, c'est tout là-dessus. Ouais, ça alimente, effectivement. Mais, pour finir avec ça, c'est que là, quand j'ai commencé à conduire électrique, Daniel, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, Pierre-Yves McSween avait fait il voulait voir si ça valait vraiment la peine de changer pour un véhicule électrique. Il a dit des niaiseries de lui sur les véhicules électriques. Oui. Il avait été dans un concessionnaire. Il avait été dans un concessionnaire, Ford, pour un Ford Escape électrique. Et il avait demandé... Fusion électrique. Fusion électrique. Il demandait quel était le prix de changement de batterie. Et c'était quelque chose comme 20 quelques mille dollars. Ce qui était astronomique. Ce qui était un des pires véhicules à changer la batterie, c'était ça. Mais qui allait changer sa batterie? Là, tout le monde partait sur dans 5 ans, tu vas devoir payer 26 000 $ pour changer ta batterie. Fait que à ce moment-là, c'était ça. Puis là, encore aujourd'hui, on revient avec la même affaire à cause de ce document-là qui circule. Donc, les détracteurs prennent ce qui leur tombe sous la main puis s'alimentent avec ça. Donc, François,
Il y a quelques jours à peine, là, quand en Californie, ils ont dit à cause de la vague de chaleur, le gouvernement californien a demandé aux gens de ne pas démarrer la recharge de véhicules entre 4h et 9h. Mais là, ce qui circulait dans les médias sociaux, vous voyez, qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde va avoir une voiture électrique? On ne pourra plus charger. On ne pourra pas se brancher. Comment est-ce qu'on va y arriver? Puis écoutez, je l'ai entendu tout à l'heure. J'ai fait une entrevue tout à l'heure. Là. Il dit, qu'est-ce qui va arriver quand tout le monde va avoir une voiture électrique? Puis moi, j'ai dit, écoutez, on nous a demandé la même chose cet hiver. Je dis, rien de plus facile à programmer comme objet usuel. Ouais. Moi, j'ai de la misère à préprogrammer mon frigo. Je ne sais pas pour vous autres. Là. Préprogrammer la recharge de ma voiture électrique, rien de plus facile que ça. Là. Fait que ce genre de truc-là, on en voit un par 2-3 semaines, un nouveau. Là. Il arrive une histoire, panne d'électricité, c'est ça. Ouais. C'est drôle on les voit tous. C'est drôle que tu parles de ça précisément parce que justement, j'ai vu cette nouvelle-là, puis je ne l'ai pas lue, mais je me suis dit, le titre, la personne se servait du titre et le titre disait que les gens ne pouvaient plus charger leur voiture électrique ou demandaient de ne plus charger la voiture. Puis dans ma tête, je me suis dit, ça ne doit pas être ça doit être genre de telle heure à telle heure. Ouais. C'est exactement ça. Donc, les gens encore là prennent ce qu'ils veulent et l'amènent pour faire passer de la mauvaise information, pour renforcer Le pire de tout ça, pour parler de cet estimé-là, moi, c'est quand j'ai vu le USA Today appeler le concessionnaire d'où l'estimé venait. D'après toi, le concessionnaire a fait quoi? Il a voulu justifier sa niaiserie. Au lieu de vérifier, de dire je vais appeler un autre concessionnaire, je vais vérifier, voir ce que lui a fait, si c'était correct ou pas. Ben non, ils ont appelé le concessionnaire directement, puis justifie-toi. Ça donne quoi? Je dis, si tu comptes une mentir en partant, tu vas continuer à mentir tout le long. Ouais, tu n'auras pas l'heure juste. C'est ça, tu n'auras pas l'heure juste. Non, tout le monde prenait ça pour justifier leur affaire comme quoi que c'était vrai. Voyons donc. Mais justement, vous m'ouvrez une porte. Est-ce que les détracteurs, parfois, appuient leurs arguments de mauvaise foi sur un fond qui, lui, est vrai? Ou a déjà été vrai, en tout cas. Par exemple, ceux qui vont bâcher les autos en disant « Ouais, mais il y a des autos électriques qui prennent feu. » C'est vrai qu'il y a des autos. Maintenant, toute proportion gardée, c'est absolument pas alarmant, mais ils partent d'un fait. Ils vont parler de la qualité, par exemple, sur quand il y a du bâchage un peu ciblé sur certains modèles de voitures. Dans le cas de Tesla, on va revenir souvent avec des défauts qui sont connus du véhicule, là, la qualité de finition, d'assemblage, la peinture. Donc, on va revenir là-dessus. On va parler du rappel des batteries pour les Bolt. On va parler de tel autre défaut de tel autre modèle. Bon, est-ce que ça part pas d'un fond de vérité ou c'est totalement Ça peut partir d'un fond de vérité, sauf que des fois, on regarde l'incendie qu'il y a eu de la Kona là, à Port-Neuf, la semaine passée, il y a 2 semaines. Là, c'était même pas le fait que l'auto a pris feu, c'est une chance qu'ils l'ont sorti parce qu'un feu de voiture électrique, c'est dur à éteindre. Puis là, tu sais, là, c'est comme OK, mais il y a 23 chars à gaz tout le long, tout le tour, dans la même heure qui a flambé au Québec ou au Canada, puis personne n'a parlé. Là. C'est aussi dur à éteindre. Un feu d'auto à essence, c'est moins dur en long, mais je dis c'est aussi dur là, quand le feu est bien pogné comme il faut. Là. Mais là, c'est comme rendu qu'ils vont prendre un fait, puis ils vont prendre le fait, ils vont dire c'est ça là, c'est une nouvelle angle d'attaque que je vais prendre. C'est comme bizarre. Là. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Ah, tout à fait. C'est des idées mauvaisement fondées là, qui restent longtemps parce qu'en plus, c'est que ça évolue. La batterie qui coûtait 26 000 là, 10 ans, qui en coûte aujourd'hui moins que la moitié, eux, ça reste dans leur tête, ça reste imprégné et ça continue à se servir de ça. Le même sujet du recyclage des batteries qu'on parlait, là, 5 à 10 ans, c'était pas les mêmes données qu'on a aujourd'hui, alors que là, vraiment, les batteries sont très, très recyclées, beaucoup plus qu'ils l'étaient. Mais ça reste... En fait, François, les batteries ne sont pas vraiment recyclées parce qu'il n'y a pas de batteries recyclées parce qu'elles durent beaucoup trop longtemps. Elles sont réutilisées. mais c'est important. Tu sais, ce que tu dis là, François, moi, je reçois des insultes puis toutes sortes de choses comme ça, comme vous autres probablement toutes les semaines, de la part de détracteurs. Puis, une chose que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, souvent, quand les gens disent les voitures électriques, c'est tout de la M, tu sais. Puis là, tu vas sur sa page Facebook, puis là, tu as une belle photo de Harley Davidson d'un gros pick-up à essence. Il y a une espèce de tangente. Là. Fait qu'on voit vraiment que ces gens-là se sentent attaqués pratiquement dans leur être, dans leur statut, par l'arrivée des véhicules électriques. Ils disent là, ça remet en question ma personnalité, ma masculinité. C'est vraiment psychologiquement extrêmement intéressant.
Oui, puis, tu sais, tantôt, tu posais la question, Martin, c'est qui les détracteurs? Ben, moi, j'en ai deux, en fait, là, les deux principaux. C'est sûr, tu as le détracteur extrême qui, lui, est juste anti-véhicule électrique. Il est boqué. Je veux dire, quand même, tu essaierais de t'asseoir à 10 avec pour essayer de le convaincre, ça ne marchera jamais. Ouais. T'en as d'autres, c'est juste... Ceux-là, regarde, à un moment donné, j'arrête, je me casse même plus le bicycle pour essayer de les convaincre. Mais les autres, c'est souvent des passionnés de véhicules à essence. Ils ne sont pas nécessairement détracteurs, mais ils continuent de se conforter dans leur passion de véhicules à essence en se disant, bah regarde, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis c'est pas bon, puis moi, je vais continuer avec les véhicules à essence. Moi, dans ma réflexion, puis c'est peut-être pas bon non plus, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas le fait qu'il y ait des voitures électriques, c'est le fait qu'on leur annonce qu'on enlève les voitures à essence. Tu comprends? Fait que nous, on symbolise le méchant qui va leur enlever. Puis après ça, je me suis dit, pourtant, avant qu'on entende parler qu'il y ait une réglementation qui empêcherait les véhicules à essence, il y en avait quand même du monde qui s'opposait puis qui réagissait. Fait que c'est probablement même pas ça. Il y a des gens qui c'est vraiment ancré au fond d'eux, puis si c'était pas cette cause-là, ça en serait un autre sur lequel ils attaqueraient probablement. Là. J'ai une question. Oui, Daniel? Martin, écoute. Prends le débat sur les armes à feu aux États-Unis, où on dit littéralement aux gens, on va vous arracher les armes de chez vous, vous allez être désarmés, vous ne serez plus libres. Ben, des fois, on a l'impression que ces gens-là disent, on va vous arracher votre voiture à essence de chez vous, on va vous obliger à conduire une voiture électrique, alors que c'est complètement fou. Là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis allé à des événements de voitures anciennes et de performance à Vertier, où je disais aux gens, écoutez, là, vos voitures antiques, là, vous allez pouvoir continuer à les conduire et aller à des expositions. Là. Votre voiture au quotidien, c'est pas celle-là. Votre voiture au quotidien, éventuellement, va devenir électrique. Mais vous allez continuer à pouvoir faire des spectacles, à participer à des événements. Fait que là, ça baisse la tension, parce que ces gens-là ont vraiment l'impression qu'ils vont se les faire arracher de leur main. C'est pas ce qu'on a qui leur fait peur, c'est ce qu'ils ont pu, eux autres, là, c'est bien certain. Ouais. Daniel, j'ai une question, puis je te la pose à toi parce que souvent, je t'ai vu intervenir dans des discussions où, bon, il y a des commentaires, ça chire, puis tu viens mettre ton grain de sel. Comment on doit leur répondre à ces gens-là? Est-ce qu'on doit leur répondre? Puis qu'est-ce qu'on doit faire si on leur répond? On les confronte ou on les éduque? Par quel bout on pogne ça? Écoute, en vieillissant, je suis devenu plus sage. Hein? Je vous le dis. Puis, donc, moi, je réponds aux gens avec des faits, des données, des articles, des études. Et puis, au bout de 2-3 commentaires, si je vois que c'est juste des insultes, c'est soit que je lâche la conversation, je barre carrément la personne sur Facebook là, parce que je ne perdrai pas mon temps. Là. Parce qu'à un moment donné, les gens disent, il y en a des fois qui me disent, ouais, mais ça ne marche pas. Puis là, j'envoie l'étude, puis il ne lit pas l'étude, puis il tire la boîte. Puis, t'as-tu lu l'étude? Puis là, il ne me répond pas, évidemment. Fait que, mais il faut rester poli. T'sais. Puis ça, d'ailleurs, je dis à tous les électromobilistes de rester polis avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, que ce soit des trolls, que ce soit des gens pas convaincus ou que ce soit des chroniqueurs automobiles. Moi, je vois souvent qu'il y a des gens qui versent dans l'insulte envers des chroniqueurs automobiles, puis c'est pas gagnant. Il faut travailler avec ces gens-là, il faut apprivoiser, il faut avoir un discours ouvert. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui, un chroniqueur automobile que je connais depuis des années, fait que je vais lui envoyer des données. L'idée, c'est de faire ça dans le respect. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu le message que j'ai écrit sur Facebook il y a 2 jours sur l'attaque du 4 septembre 2012 où j'étais, où on sent une montée de l'agressivité, de la violence et de la haine sur les médias sociaux. Fait que je ne pense pas que d'être agressif, d'être violent, déplacé, dénigrant ou même condescendant envers les gens sur les médias sociaux, je ne pense pas que c'est une solution gagnante, honnêtement. Toi, Yannick, les gens qui écrivent, là, que ce soit sur des pages que tu t'occupes ou peu importe, puis qui vont dénigrer les voitures électriques, c'est quoi ton approche? Tu leur réponds, tu leur réponds pas? Je vais leur répondre, je vais leur dire, regarde, je vais essayer de leur faire montrer J'ai comme l'impression qu'ils voient l'affaire d'une certaine façon, j'essaie de leur montrer ma vision à moi, tu sais, comme ma vision à moi avec apportant un fait ou, tu sais, il dit, regarde, il faudrait peut-être qu'ils regardent comme l'histoire de la pompe à essence, tu sais. Je comprends, moi, je peux pas mettre de l'électricité dans mon auto parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais tu peux pas, toi non plus, tu peux pas
plus de gaz. Là. Tu sais, c'est comme... Assez d'y remontrer l'affaire. Puis comme Daniel a dit, à force de parler avec lui, d'y répondre, puis on voit qu'il n'y a rien à faire. Moi, la phrase qui me tue, là, puis il est rendu cette phrase-là, il est rendu que je l'entends souvent, là, c'est « en tout cas ». Moi, quand c'est rendu qu'ils disent « en tout cas », là, c'est comme « OK, c'est beau ». Il n'y a pas d'argument. C'est réglé. C'est fermé. Il y a un point qu'on a parlé rapidement tantôt, puis je pense que c'est important. C'est que dans nos réactions, quand on répond à ces gens-là, c'est d'amener des faits, amener des chiffres, amener des études, amener des liens, des références crédibles, pas le site Machin Plus en France que personne ne connaît, puis tel autre site Internet là, fait par un illustre inconnu aux États-Unis qui dit... Oui, mais Martin, là où j'ai un problème, c'est que il y a aussi des sites web comme Radio-Canada qui écrivent moult niaiseries sur les véhicules électriques depuis une couple d'années. Et ça, c'est pas facile. Contrer des articles ou des éditoriaux qui disent « Ah, les voitures électriques, c'est pas la solution. » Puis là, nous autres, il n'y a pas personne qui dit que c'est la solution, c'est une des solutions. Mais là, souvent, les gens prennent ça, ils disent « C'est à Radio-Canada, donc c'est crédible. » Là, ils se servent de ça comme exemple pour dire « Écoutez, vous vous souvenez l'exemple de Thomas Gerbet qui avait fait 2 articles assez mal documentés. » Puis là, qui servait d'argument aux gens pour dire, voyez-vous, les voitures électriques, c'est pas si intéressant que ça. Oui, et des émissions crédibles. Et des émissions crédibles comme Découverte puis des trucs comme ça. C'est sûr que là, c'est beaucoup plus difficile de renverser la vapeur quand c'est une émission qui est crédible. Puis je pense que dans la majorité de ce qu'ils font à Découverte, c'est crédible et c'est bien documenté. Mais là-dedans, comme dans d'autres sujets sûrement, mais je ne le sais pas parce que j'en suis pas un expert, ils n'ont peut-être échappé d'autres aussi. Hein, mais c'est difficile de rattraper ça quand c'est... Les dénigreurs, en général, ils vont généraliser. C'est exemple, en fin de semaine, ce que j'entendais souvent, c'est « Ah, les chars électriques, l'hiver, ça pèse plus que 50% puis ça chauffe pas. » Ça vient de où, ça? La facture. Parce que la facture a généralisé puis tout le monde a pris ça. Ça fait 10 ans de ça. Là. Non, c'est cet hiver. C'est hiver. C'est la madame avec son Volkswagen. C'est ça. Non, mais il y a eu la Leaf aussi. Là, oui. Ça aussi, c'est resté dans la tête des gens. Mais pour revenir au fait de tantôt, une Leaf 2011, pour en avoir eu une, ça chauffait pas beaucoup. C'est vrai que ça chauffait pas beaucoup. Parce qu'il reste quand même que c'est... Oui, mais une coccinelle, ça chauffait pas beaucoup dans le temps. Oui, c'est ça. Ça reste que c'est le problème, c'est que quand Daniel dit que les journalistes, c'est qu'ils vont généraliser et les détracteurs vont prendre ça puis vont mettre ça à toute leur sauce. C'est ça le problème. Ils vont prendre ce qui les intéresse. C'est ça. Ils vont prendre des petites brides. Ah, lui a dit ça. Ou, tu sais, je n'aimerais pas personne parce que vous savez tout mon point de vue, c'est de certains journalistes et automobiles. Là. Mais ils vont arriver puis, tu sais, comme en fin de semaine, ils disaient « Ah oui, lui a dit ça, telle affaire. » Mais c'est parce que j'en conduis tous les jours. Là. Lui, c'est pas son cas, il l'a conduit pendant une semaine. Là. Tu sais, c'est comme... C'est ces affaires comme ça qu'eux autres ont la notoriété puis les gens prennent ça pour du cash. Là. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Ouais, mais c'est parce que une fois sur 2, ils se trompent. Fait que c'est moins pire aujourd'hui. Beaucoup moins pire que c'était, là, heureusement. Il y en a qui se gardent une petite gêne aujourd'hui parce qu'ils savent qu'on veille au grain, mais quand même, il reste beaucoup de travail d'éducation à faire et de formation à faire auprès des concessionnaires. Le cas de Yannick Asselin, c'est l'exception qui confirme la règle. La réalité, c'est que la majorité des vendeurs, chez la majorité des concessionnaires au Québec, connaissent mal ou pas du tout les voitures électriques. Et quand on sort du Québec, c'est pire. Donc, il reste tout un travail d'éducation à faire auprès des gens qui travaillent dans l'industrie automobile. Moi, si vous saviez à quel point je lis, j'entends des niaiseries dans des consultations que je fais à travers le Canada sur les véhicules électriques, je suis stupéfait de voir le niveau de méconnaissance ou de mauvaise foi, carrément, de la part de certains manufacturiers. Bien, le fait, justement, Daniel, je te pose la question, le fait qu'il y ait moins de... L'offre n'est pas là. Est-ce que ça amène encore plus les concessionnaires à amener des gens à aller vers une voiture à essence là, par défaut, là, que ça l'était avant? Écoute, en fait, ces temps-ci, on est dans un cas particulier parce qu'il n'y a pas d'inventaire de quoi que ce soit, à essence ou électrique. Ouais. Mais une fois qu'on a dit ça, on sait aussi qu'il y a quand même plus de livraisons, quoiqu'en retard, de véhicules à essence que de véhicules électriques. Mais moi, je me suis déjà fait dire par les concessionnaires, Daniel, on veut vendre des voitures électriques. On n'en a pas à vendre. Et si on veut rencontrer nos objectifs de vente, il faut qu'on tente de dissuader l'acheteur de s'acheter une voiture électrique pour essayer d'avoir une voiture, pour essayer d'acheter une voiture à essence qu'on a sur le terrain.
Fait que ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, puis Yannick pourra le confirmer, c'est que les vendeurs qui se font payer à la livraison du véhicule, si on dit, les véhicules électriques, c'est 1 an avant que tu les reçoives, lui, il dit, moi, il faut que je gagne ma vie. Fait qu'il y a un réel dilemme. Peut-être qu'il va être tenté de vendre des véhicules qui sont sur le terrain qui est intéressant. Surtout s'il vient de commencer dans le concessionnaire comme travail. Là. En général, comme moi, je payais à la livraison de la voiture. Quand je rencontre un client aujourd'hui, je dis, mais une boîte EV, c'est plus que 2 ans d'attente. Si le client se rend au bout, moi, je ne serais pas payé avant 2 ans. Là. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que, étant donné que le roulement de personnel dans les concessionnaires automobiles au niveau des vendeurs, en général, c'est quand même assez très élevé. Ouais. Un qui commence là, et puis lui, ça se peut qu'il parte avant d'avoir sa paye. Ça se peut qu'il parte avant d'avoir sa paye, tu sais. C'est pour ça que ça va venir à dire, tu sais, OK, mais regardez, ça vous tente pas d'avoir un petit modèle à la place, en attendant, tu sais, c'est sûr que c'est ça qui arrive, là, tu sais, mais... Messieurs, je vous ramène un peu parce que le temps file puis il va falloir conclure. François, je me trompe-tu si j'affirme que depuis peut-être 1 an ou 2, t'as un peu, je dirais pas lâcher la serviette, mais mettons que t'as mis du Valium dans ton pablum. Un peu comme Daniel, je pense que je me suis calmé, je me suis assagi. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais bon. On finit par choisir nos batailles. Là. J'ai l'impression que tu veux pas perdre ton énergie avec des détracteurs que, comme je disais tantôt, la première catégorie de détracteurs boqués extrêmes. Au début, j'argumentais quand même avec eux autres pour les gens qui lisaient. Tu sais, qui commentaient pas, mais qui lisaient en arrière leur écran. Je mettais des contrepoids, un genre de contrepoids. Ouais. Mais à cette heure, ces gens-là, je fais juste comme rire avec eux. Pas être condescendant, mais juste, tu sais, je garde ça très léger. Je vais faire un petit commentaire, mais je garde ça léger juste pour rire. Mais dans d'autres cas, je vois vraiment des gens qui sont passionnés de véhicules à essence, là, souvent sur les sites RPM, tous ceux-là qu'on voit, qu'on voit les articles passer. Je manque pas d'aller faire un petit commentaire tout le temps. Fait que t'es baveux, c'est ça que tu es en train de nous expliquer? Je suis pas baveux. Je mets ma petite, ma petite contribution. Ça, c'est Sylvain Bélanger. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, je suis pas Sylvain Bélanger, non. Mais c'est ça, comme tu disais tantôt, c'est là que Daniel entre parfois en ligne de compte parce que lui, il amène des faits, des choses qui sont intéressantes à aller chercher, qui sont véridiques, parce que c'est ça que ça prend. L'exemple de Fred, je pense qu'il cherchait ce matin ou hier, justement, la quantité de kilomètres que ça prenait au Québec pour effacer... Amortir la production de la batterie. Amortir la production des batteries. C'est bon de l'avoir, ça, parce que souvent, c'est un élément qui revient. On l'a dit tantôt, hein, on réplique avec des faits plutôt qu'avec de l'émotion puis la hargne. On va aller un peu plus loin. Messieurs, le temps est déjà passé. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, puis je vous encourage à continuer à faire votre effet de contrepoids, à donner de l'information juste, puis je pense que pour la grande majorité, il y a des détracteurs, mais il y a aussi la grande majorité, je pense, qui est à l'écoute et qui... comme le reste des Québécois là, sont tranquillement en train de se préparer, s'ils n'ont pas déjà, à avoir une voiture électrique, puis vous y contribuez tous à votre façon. Merci beaucoup pour votre disponibilité, messieurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et Martin, merci à toi aussi pour faire beaucoup de travail dans le bon sens. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3,
8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Cette capsule roulée vert est une présentation de Boco Éco, votre épicerie vrac zéro déchet à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous y trouverez une foule de produits en vrac et locaux pour atteindre vos objectifs à votre rythme. Le Boco Éco, c'est au 2949 boulevard des Promenades à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Roulez vert avec Stéphane Levert. Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, dans ma chronique, un invité super spécial. Je suis vraiment content de l'accueillir. Vous le connaissez bien, Martin Archambault. Hey Martin. Salut. Bienvenue dans ma chronique. C'est la seule fois que je vais pouvoir t'accueillir quelque part sur ton podcast. Oui. Puis écoute, on ne fera pas de cachette aux auditeurs. Hein. Là, tu présentes ça comme si j'étais l'invité dans ta chronique. C'est ça aussi, mais en fait, c'est toi qui es au studio. Donc, tu es venu enregistrer ta chronique au studio aujourd'hui. Bien content d'ailleurs que tu aies fait ça comme ça. Ça va permettre de faire un changement puis de faire ta chronique plus interactive, disons. Exactement. Ben, c'est ça le but. Là. J'ai monté un petit projet, puis tu m'as dit, Stéphane, viens en studio, on va pouvoir en parler aux auditeurs. Fait que c'est là que je suis en studio. Fait que aujourd'hui, le sujet de ma chronique, vous savez, là, je conduis une Tesla Model 3. Et puis, dernièrement, Tesla ont rendu compatible leur voiture, la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y, avec le standard de recharge CCS. Donc, c'était attendu depuis vraiment longtemps. Et puis, dernièrement, c'est arrivé. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, c'est de ça que je vais traiter aujourd'hui. Ben, c'est un sujet d'actualité, hein, parce que s'il y a bien quelque chose qui a fait couler de langue dans les dernières semaines, c'est bien ça. Commençons, Stéphane, par nous faire peut-être un petit récapitulatif, un petit historique de la recharge rapide avec les Tesla hors Supercharger. Là, le Supercharger, on sait que ça marche, c'est Tesla, exactement, tout ça, mais si on sort du Supercharger, là, c'est quoi l'historique de tout ça? Ben, écoute, c'est ça. Donc, comme tu dis, là, en dehors des Superchargers, les options que les propriétaires de Tesla avaient historiquement, même avant l'arrivée de la Tesla Model 3, donc à l'époque que les seuls véhicules de Tesla étaient sur la route, c'était les Model X et les Model S, il y a toujours eu un adaptateur CHAdeMO. C'était un gros adaptateur qui permettait justement de se brancher sur les bornes rapides non Tesla, donc le circuit électrique, Flow, ChargePoint, etc., d'utiliser le pistolet CHAdeMO, et il y avait à l'autre bout, justement, le connecteur Tesla qu'on pouvait charger. Donc, cet adaptateur-là avait de l'électronique dedans, donc c'est lui qui s'occupait de un peu traduire le protocole CHAdeMO d'un côté et jusqu'au protocole de Tesla de l'autre côté pour pouvoir recharger la voiture. Cet adaptateur-là était quand même assez volumineux. Il était limité dans sa puissance. Là, dépendant des modèles de voitures, il allait de 45 à 50 kW au maximum. Donc, ce n'était pas super rapide. On se retrouve en 2018-2019. C'est sûr que les BRCC, à ce moment-là, c'était pas mal le standard qu'on avait sur les routes. Là. Donc, ça faisait le boulot, mais depuis ce temps-là, c'est en train d'évoluer, là, comme tu le connais. Le réseau de recharge offre des bornes de plus en plus rapides. Donc, c'était une option qui devenait un petit peu plus désuète. Donc, c'est l'adaptateur qui limitait à ce moment-là la puissance. Même si tu te branchais sur une borne de 150 kW, l'adaptateur CHAdeMO te limitait à 45 à 50 kW. Là. C'est exact. Donc, il était aussi assez onéreux. Donc, les gens devaient débourser 600, 650 $. Ça l'a évolué un petit peu dans le temps. Ça l'a descendu un petit peu à la fin, mais depuis les 6 derniers mois, c'était plus offert. Donc, vous ne pouvez même plus l'acheter sur la boutique en ligne de Tesla. Donc, ça a été comme abandonné. Et puis là, on était comme sans option autre que les Superchargers. Donc, c'est là que le CCS était la voie du futur. Ouais. Mais il y a eu quand même, Stéphane, un trou assez grand entre le retrait sur la boutique de Tesla du CHAdeMO. Les gens pensaient que la semaine d'après, le CCS apparaîtrait. Ça a passé plus qu'un an. Là, hein? Il y a eu un grand trou. Moi, je sais, au travail, il y a des gens qui avaient besoin de charger des Tesla sur des bornes rapides. Puis, à moins d'acheter un CHAdeMO usagé,
il n'y avait pas d'option à l'époque. Il y a quand même un assez bon réseau de location. Les gens l'achetaient, le rendaient disponible en location. Il y a certains clubs, comme le Club Tesla Québec, qui en avait quelques-uns. Sur le site de l'AVEC aussi, il y avait une page pour qu'on pouvait réseauter un petit peu ce service de location-là. Mais effectivement, comme tu dis, quelqu'un qui voulait vraiment s'en procurer un était un petit peu mal pris là, à ce moment-là. Maintenant, donc, le CCS, par contre, c'est un standard qui, ailleurs dans le monde, on sait que ça existait déjà. Là. Donc, absolument. En Europe, les Tesla, c'est pas des parts Tesla. Non, effectivement, depuis toujours, les modèles 3 et les modèles Y livrés en Europe avaient un port CCS qui appelle type 2. C'est pas le même CCS qu'ici. Pas exactement, effectivement. Fait que c'est le même principe, donc un port pour pouvoir faire la recharge niveau 2. Et les autres connecteurs plus bas là, pour pouvoir faire le type combo. Hein. Exactement. Donc, c'est sur le même principe, sauf que vu qu'en Europe, il y a un courant différent, le connecteur était un petit peu différent, mais reste que Tesla était ouvert à ce moment-là de pouvoir communiquer de façon avec le protocole CCS. En fait, ils n'ont comme pas eu le choix. Hein? C'est l'Union européenne qui les a obligés à utiliser le même standard que les autres voitures. Ça les a un peu forcés. Exactement. Les lois européennes ont fait qu'ils ont été forcés. Ils ont même installé des connecteurs CCS à même les superchargers là-bas et même offert à ce moment-là pour les plus vieilles Tesla, donc les modèles S et les modèles X qui roulaient déjà en Europe, un adaptateur CCS à Tesla. Donc, c'est là que tout le monde a fait les connexions à ce moment-là de pouvoir dire ça va arriver en arriver, mais ça a été long. Ça a été très long, effectivement. Et là, c'est arrivé, fin de l'année 2021, là, à peu près, qu'on a commencé à entendre parler de choses? En fait, c'est lors d'une mise à jour que maintenant, dans les informations supplémentaires de la voiture, c'était dorénavant écrit si la voiture supportait le CCS. Donc, c'était soit affiché, activé ou non installé. Donc, les plus anciennes à ce moment-là, donc la mienne, c'était une mars 2020. À ce moment-là, c'était seulement écrit non installé. Donc, ça allait à venir un jour qu'on savait qu'on pourrait adapter notre voiture à pouvoir le supporter, mais quand, et l'adaptateur aussi, quand, on ne le savait pas à ce moment-là. Donc, c'est pas juste d'acheter l'adaptateur, ta voiture, comme dans ton cas, n'avait pas ce qu'il fallait, même si on t'avait donné un adaptateur. Là. Effectivement. Donc, on savait qu'à un certain moment donné, il aurait fallu faire une période de pouvoir rétrofitter les plus anciennes. Puis les voitures les plus récentes qui sortaient de l'usine à ce moment-là, eux, on le voyait comme étant activé. Donc, à ce moment-là, pour eux, il manquait juste l'adaptateur. C'est quoi les avantages, Stéphane, d'avoir un adaptateur CCS? Bien, évidemment, on peut se brancher sur n'importe quelle borne de recharge rapide de tous les réseaux, mais c'était quoi l'avantage pour Tesla de passer de l'adaptateur CHAdeMO à l'adaptateur CCS? Il y a une plus-value pour le consommateur. Bien, effectivement, tantôt, on parlait de la limitation au niveau de la puissance. Bien, un adaptateur comme CCS, ce qu'on appelle passif. Donc, il n'y a pas d'électronique à l'intérieur de l'adaptateur. C'est directement la voiture qui communique avec la borne. L'adaptateur est juste là pour pouvoir justement adapter les différents types de connecteurs. C'est ça. Donc, c'est juste c'est physique, une interface physique. Ouais. Exactement. Et là, ça permet des puissances plus grandes. Exactement. Donc là, avec soit l'adaptateur de Tesla directement, que maintenant, on peut commander en ligne, ou un petit peu plus tôt dans l'été, jusqu'à tout récemment, il y a des gens qui le commandaient même de Corée du Sud, parce que ça a été offert à partir de l'hiver passé en Corée. Donc, Tesla l'offrait déjà en Corée, mais ne l'offrait pas ici. Exactement. C'est un choix de marketing. Il aurait pu le rendre disponible ici, la même affaire. Est-ce que ça a été une période de test ou quoi que ce soit? On ne le sait pas. Mais tantôt, on parlait de l'Europe, que le connecteur était différent. Bien, en Corée du Sud, c'est le même qu'ici. C'est le même qu'en Amérique du Nord. Donc, c'est là qu'ils ont été capables de le déployer là-bas, de le tester. Et il fonctionnait très bien. Et c'est là que les gens... Les petits ratoureux qui l'ont commandé de la Corée. Effectivement. Donc, soit qu'on connaissait quelqu'un en Corée, quelqu'un de la famille, un ami, ou il y avait même une boutique en ligne qui te permettait de passer par eux. Eux le commandaient et te l'expédiaient. Et à un moment donné, Tesla ont mis un frein à ça. On n'a plus été capable à partir du milieu de l'été environ. Et c'est là que sont apparus des modèles offerts par d'autres entreprises. Effectivement, ce qu'on appelle de l'aftermarket ou des third party. Donc, une entreprise comme Auduzen qu'on connaît bien parce qu'on est en train de justement faire un concours avec eux. Ouais. Donc, le connecteur qu'eux ont développé, c'est exactement le même principe. Donc, c'est passif. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient
transformer le port CCS au port Tesla de la voiture. Et c'est la voiture qui communique avec la borne directement. Et ça, c'est disponible, cet adaptateur-là, depuis quand? Là? C'est au milieu de l'été. Dans le fond, moi, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Bon, maintenant que j'ai une alternative de pouvoir commander l'adaptateur, qu'est-ce que je fais avec ma voiture? Donc, j'ai commencé à m'informer pour voir ça a été quoi les conversions que les gens ont faites. Et ce qui arrive, c'est que c'est juste un module qu'on appelle le ECU qui vient contrôler les protocoles de recharge. Donc, ils appellent ça, ils ont fait une génération 4 qui installait à même les voitures qui sortaient de l'usine. Donc, tout ce qu'il faut, grosso modo, c'est de faire changer cette pièce-là. Donc, ton ancien ECU pour un ECU génération 4. Exactement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé par une boutique en ligne américaine qui, elles, prennent mon numéro d'identification de mon véhicule, ont fait la commande pour moi chez Tesla. Donc, c'est une pièce authentique de chez Tesla qu'ils m'ont livrée. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, en plus de ça, vu que mon port de recharge est aussi d'ancienne génération, j'ai acheté un petit connecteur qui vient de se mettre entre les deux. Mais tu sais, en termes de procédure, là, c'est tout à fait... Tu n'as pas besoin d'être un technicien en électronique pour faire ça. Et juste pour que ce soit bien clair, mais certain que j'ai bien compris, tu as été obligé de faire ça parce que toi, ta Model 3 date un petit peu, mais si tu avais une Model 3 qui date d'un an ou deux, tu n'aurais pas eu à faire ça, elle aurait été déjà prête. Tu as juste à acheter l'adaptateur, soit directement de Tesla maintenant qu'il vend, ou de A2Z pour payer encore moins cher et en avoir un. On peut le commander de A2Z. Puis même A2Z, ce qu'ils m'ont dit, j'étais en communication avec eux dans les dernières semaines, le service que moi j'ai fait pour commander la pièce, ils peuvent même vous aider à faire ça. Okay. Parce que théoriquement, n'importe quel propriétaire peut soit essayer d'appeler dans un centre de service Tesla, parler aux pièces et le commander eux-mêmes. Mais tu le sais comme moi, là, parler avec des gens aux pièces chez Tesla, c'est pas nécessairement évident. Donc, eux, ils ont un accès comme de revendeur, de pouvoir accéder au système de commande de pièces, de revendeurs de pièces Tesla. Okay. Donc, ils peuvent même vous aider pour pouvoir faire ça. Ça, c'est si tout est obligé. Donc, si on a quelqu'un qui a une Model 3 qui date un peu, là, une Model Y qui date un peu, on peut être obligé de faire ça, mais si j'ai bien compris, en allant dans le tableau de bord de la voiture, on est capable d'aller voir si on est déjà prête ou pas. Donc, si on n'est pas certain, on peut aller vérifier. Et le petit connecteur que je parlais tantôt, que moi, j'ai dû mettre à cause que mon port de recharge est d'ancienne génération, fiez-vous vraiment aux portières, la poignée de porte et vos cadrages de porte dans l'ancien temps, comme ma voiture, ils étaient chromés. Maintenant, dorénavant, ils étaient noirs. Donc, si vous savez déjà toutes les moulures noires, vous n'avez pas besoin du petit connecteur. Changez le module ECU et bingo, vous allez être prêt pour recharger avec un connecteur CCS. Ben, je pense que ça va avoir répondu à pas mal de questions, ça, mon cher Stéphane. Écoute, ça a été super gentil de m'inviter dans ta chronique. Hey, tu reviens quand tu veux, Martin. Je suis sûr que les gens adorent t'entendre. Écoute, s'ils adorent m'entendre, écoute, réinvite-moi puis je te promets que je reviens. Merci, Martin. Merci, bye. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec.
Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. On est rendu au moment de notre tirage de l'adaptateur CCS Tesla de A2Z. On en profite pour féliciter notre premier gagnant de l'épisode d'il y a 2 semaines, donc M. Romain Rieutard. M. Rieutard a gagné donc son adaptateur CCS combo à Tesla. Donc, félicitations. Et cette semaine, on en a un autre à faire tirer. On vous rappelle le concours, comment le concours fonctionne. Donc, dans un premier temps, vous devez nous envoyer un courriel à martin@silenceonroule.com. Donc, vous adressez votre courriel à martin@silenceonroule.com. Et dans votre courriel, vous devez nous donner premièrement votre nom, votre prénom et votre adresse postale afin qu'on puisse vous envoyer le prix si jamais vous gagnez. Le code de concours que vous allez avoir trouvé à l'adresse suivante, je vous donne l'adresse où vous devez aller pour voir le code du concours. L'adresse, c'est concours, C-O-N-C-O-U-R-S, .silenceonroule.com. Alors, vous allez à cette adresse-là et vous allez avoir un code secret. Vous nous envoyez ce code secret-là et vous devez nous donner également dans votre courriel le segment ou la chronique ou le bout de l'émission Silence on roule que vous préférez. Très facile, donc 3 choses. Votre nom avec vos coordonnées, ça c'est la première chose. Deuxièmement, le code secret que vous allez avoir trouvé à concours.silenceonroule.com. Et finalement, le nom du segment de Silence on roule que vous préférez. On va faire le tirage numéro 2, donc le 19 octobre. Donc, vous avez jusqu'à cette date-là, donc jusqu'au 19 octobre pour nous soumettre vos candidatures. Et le 20 octobre, on va nommer le grand gagnant du 2e adaptateur de A2Z. Donc, on vous remercie beaucoup pour avoir participé en très grand nombre pour la première édition du concours. On a été vraiment, vraiment surpris de l'engouement que ça représente auprès des propriétaires. Puis si vous avez participé au premier concours et vous n'avez pas gagné, rien ne vous empêche de participer à nouveau. On souhaite à tous bonne chance. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Samedi, le 8 octobre et dimanche, le 9 octobre, de 10h à 17h, l'AVEC débarque à la Foire Écosphère de Québec. C'est au Grand Marché de Québec, au 250 section M, boulevard Wilfrid Hamel, à Québec. Kiosque d'information, véhicules en démonstration et essais routiers. Le 15 octobre, invitation exclusive aux membres hors de l'AVEC pour faire l'essai du Audi e-tron sur la piste Icar à Mirabel. Donc, le 15 octobre, toute l'information est sur le site de l'AVEC. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est au centre BMO, au 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe, les 21, 22 et 23 octobre prochains. Il y aura le 11 novembre à 13h pour débuter un monde avec des véhicules électriques. C'est l'Association des sourds de Lanaudière à la salle Murmure, 200 rue de Salaberry à Joliette. Conférencier Sébastien Côté. Une autre conférence, c'est le 12 novembre à 12h45. La voiture électrique est pour vous. C'est au Salon 50+ de l'Estrie, au Centre des foires de Sherbrooke, 1600 boulevard du Plateau Saint-Joseph à Sherbrooke. Conférencier Simon-Pierre Rioux. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Cédric Ingrand, Stéphane Levert, Yannick Asselin, François Villot et Daniel Breton. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydrosolutions, Précision PPF Vitres Teintées, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Eco, l'Association des voitures électriques du Québec, ainsi que Cubex Équipement. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés et les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions de façon boîte vocale en tout temps à questions.silenceonroule.com.
Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.